Salut à toutes et à tous, regardez l'œil de Moumou sur le média qui grandit, qui innove avec une deuxième chaîne YouTube, le média 24/7, à laquelle nous vous invitons à vous abonner, nous vous invitons à la découvrir, une proposition un peu plus info chaude que la chaîne historique, avec également de nouveaux programmes, notamment la contre-matinale qui revient tous les matins, du lundi au vendredi à 8h sur la chaîne Le Média 24/7, le journal des luttes tous les matins, du lundi au vendredi à 13h, toujours sur le Média 24/7, au cœur de l'actu, notre émission du soir. Et sur la chaîne historique, retrouvez nos chroniqueurs et journalistes habituels, ainsi que le récap, un bulletin d'infos concis et dense, animé par Marion Lopez sur la chaîne Le Média TV. Salut Moumou. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors comme le veut la tradition, on commence par les tops et les flops, mais on n'oublie pas le préambule. Celui-ci est très lourd, il est excessivement lourd et je ne comprends pas. Alors, j'espère qu'il y aura des suites, notamment judiciaires, parce que c'est pas possible. On ne peut pas tenir des propos comme ça, même sur une chaîne communautarée, comme je les appelle, à savoir la chaîne et l'émission de Frédéric Aziza. On va retrouver une nouvelle fois Yvan Attal, donc l'homme de cinéma, qui était homme de cinéma, je ne sais pas s'il est toujours. Yvan Attal va tenir des propos absolument insupportables sur ce qui se passe au Moyen-Orient, avec un manque d'expertise et de connaissance du terrain et de l'histoire qui force l'admiration. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Donc depuis 1948, je vais en revenir au génocide. Depuis 1948, les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi ? Parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah, donc après un vrai génocide. Donc ils se disent, on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victime d'un génocide et on va nous donner des territoires. Donc il va expliquer en toute tranquillité. Alors ça peut arriver parce que c'est en direct, ce sont des émissions en direct, nous sommes en différé. Je peux comprendre, je connais un peu la radio, je connais un petit peu la télévision, je sais très bien que le direct, il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des choses qui dépassent la pensée ou qui sont hors cadre. Simplement là, Frédéric Aziza, donc l'animateur, Fredo Lamaleste, il va le rebalancer sur ses réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il est fier de ce que vient de dire Attal, et vous avez très bien entendu, à savoir que les Palestiniens, les Gazaouis, sont jaloux de la Shoah et veulent leur propre génocide pour pouvoir bénéficier d'une terre dont ils ne profiteront pas puisqu'ils auront été génocidés. Je ne comprends pas qu'on puisse tenir des propos comme celui-ci, sachant que nous sommes très clairement sur de l'apologie de génocide, apologie des crimes contre l'humanité, et que c'est évidemment répréhensible, et que s'il n'y a pas de suite judiciaire, je crains, une fois de plus, qu'il y ait cette fameuse question du 2 poids 2 mesures, et que des gens comme lui ou d'autres puissent venir sortir de telles horreurs sur les plateaux et dans les studios. Donc à suivre, évidemment, je vous tiendrai informé si j'ai des informations à ce propos. Dans le même registre, nous avons Olivier Fessa, qui est député UDR, donc de la droite. Alors, l'UDR, c'est l'extrême droite honteuse. Il va se lâcher et justifier les quelques agressions racistes, arabophobes, en expliquant que on peut comprendre pourquoi on s'en prend aux Arabes en France en 2025. Je vous laisse écouter. Tout ça pour 173 actes anti-musulmans par an. Un acte anti-religieux est un acte de trop, mais tout de même, prenez conscience de l'échelle des périls. On recense en 2024 1600 actes antisémites, 1000 actes anti-chrétiens, 173 actes anti-musulmans, en baisse de 30% par rapport à l'année précédente. Alors parlons d'islamophobie. Les agressions à l'encontre des religions sont essentiellement motivées par la haine. Dans toutes ses formes, la haine n'est que l'expression violente d'une conjugaison de bêtises, de méchanceté et d'ignorance. Mais je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. Donc voilà, idem, il bénéficie d'une immunité évidemment parlementaire. Mais enfin, comment peut-on tenir ces propos-là ? Alors,
je le mets en préambule parce que c'est pas un fait médiatique, c'est pas de la critique média. Sauf que et les médias et les politiques s'auto-alimentent les uns les autres. Et d'ailleurs, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais il y a comme ça une espèce de jeu de ping-pong malsain. Et lui vient justifier quelque chose qui peut faire potentiellement que demain, on va expliquer aux gens 97% des Français pensent qu'il y a très peu d'agressions anti-arabes ou islamophobes et que celles qui ont lieu sont justifiables par les attentats terroristes, islamistes et ainsi de suite, et que l'islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme, donc islam égale terrorisme. Et c'est parti pour les tops. Alors, on continue avec Alma Dufour, la députée Alma Dufour, à qui tu décernes une médaille. Oui, elle est vraiment... je loue sa patience. Elle est extraordinaire sur les plateaux de plus en plus. Enfin, c'est comme ça, elle fait partie de ces députés, hommes et femmes, qui de plus en plus, je trouve, se conduisent parfaitement. Et là, on va voir, elle va se retrouver face à Safran, donc un éditocrate qui va sortir une théorie complètement loufoque. Maurice Safran. Ouais. Rebelote sur comment l'antisémitisme des LFI, et elle va poser une question simple et lui va être incapable d'y répondre. Je vous laisse écouter comment il va se prendre le mur de plein fouet. Parce qu'il n'y a rien. Et je vais le redire une énième fois sur ces plateaux, je n'ai jamais entendu à la France insoumise, de la part de qui que ce soit, un propos antisémite. Mais c'est pas vrai. Mais ce si, n'est pas vrai. Vous pouvez pas dire ça. Et vous n'avez pas d'argument. Bruno Vivier, vous avez peut-être un argument. Votre candidat Sébastien Delogu à la mairie de Marseille a expliqué tranquillement que les Israéliens attaquaient Gaza. Dieu sait si je suis hostile à la politique de Netanyahu. Les Israéliens attaquaient Gaza pour trouver la vache d'or. Ça a été dit par celui qui sera peut-être votre candidat pour les élections municipales. Ça veut dire quoi, trouver la vache d'or? Parce que moi, je sais même pas. Eh ben, moi non plus, j'ai pas compris. C'est le veau d'or. La vache d'or, c'est le veau d'or. Et le veau d'or, c'est quoi? Il ne peut pas y avoir plus antisémite que ça. Non, je comprends pas très bien, monsieur. Expliquez-moi, parce que vraiment là, si vous comprenez pas, c'est pas grave. Non, par contre que Netanyahou s'est référé à la prophétie d'Isaïe et qu'il y a une extrême droite très religieuse en Israël qui est aux commandes de ce gouvernement génocidaire, ça c'est un fait. Donc, mais en quoi c'est antisémite? En quoi c'est antisémite? Bernard Villiers, vous avez l'équivalence que vous faites entre le gouvernement israélien, les citoyens israéliens et l'ensemble des juifs du monde n'est pas un problème justement pour lutter contre l'antisémitisme? Donc qualifier le veau d'or, puisque évidemment il parle de vache d'or de Logu, mais enfin évidemment qu'il parle de veau d'or, d'antisémite, ça n'a non seulement ça a très peu de sens, on va changer d'expression, mais en plus de ça c'est un contresens, c'est-à-dire que c'est quelque chose de païen justement, un peu comme les marchands du temple pour Jésus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on vient opposer justement à la raison religieuse et à la foi, on vient opposer le veau d'or. Et donc, oui, Delogu a eu raison en parlant de ça, et ça n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Et c'est bien pour ça que ce pauvre Safran est incapable d'argumenter, puisqu'il n'y a pas d'argument historique ou théologique opposable. Ah, les théologiens de plateau télé, les théologiens, économistes, météorologues et... Toutologues, hein. Toutologue. On poursuit avec Enrico Macias et Apolline de Malherbe. C'est une scène complètement surréaliste. C'est-à-dire qu'il va se mettre à pleurer et elle va expliquer, donc sur le plateau d'Apolline de Malherbe, effectivement, il va se mettre à pleurer, Enrico Macias, et elle va expliquer que c'est la première fois qu'elle le voit pleurer. Waouh! Alors bon, ok, on n'a peut-être pas le même âge, Apolline de Malherbe et moi. Je suis un peu plus vieux qu'elle. Je l'ai toujours vu chialer. À la fin de chaque chanson, quand il chantait La France de mon enfance, il pleurait. Mais c'était sur commande, quasiment. C'était chez Drucker ou ailleurs, chez Mariti et Gilbert Carpentier. Mais à chaque fois, il chialait. Donc c'est son mode de communication de pleurer. Et donc là, il va pleurer, il va se lancer dans un truc... on n'est pas sur du Cinecittà, mais il va faire semblant de pleurer alors qu'il est capable des pires horreurs. Je vous rappelle, on l'a vu déjà plusieurs fois ici, où il dit tout le bien qu'il pense des populations civiles palestiniennes, il dit tout le bien qu'il pense de gens qu'il faut dégommer, en l'occurrence les cadres et les élus de la France insoumise. Et là, il va chouinasser et regardez ce que va faire Apolline de Malherbe. On est en dehors de tous les cadres journalistiques possible et imaginable. Je vous laisse regarder. En dépit de la terreur qui est partout, oui. Vous gardez la foi. Encore, dans vos mots le disent, vos yeux aussi le disent. Vous savez, quand je partirai,
j'aimerais qu'on dise ça de moi. Cette fois, je ne veux pas la perdre jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je suis écouté par beaucoup de gens. Et si je leur dis, il n'y a plus d'espoir, c'est trop dur. Je crois que c'est la première fois que je vous vois pleurer. Vraiment, alors, je suis désolée, mais c'est vrai que je me dis, Enrico, vous êtes un homme qui dit toujours l'espoir, qui dit toujours le... Et Ça m'a rappelé exactement ce qui s'est passé en 2002, en avril 2002, à la veille du premier tour de la présidentielle, à savoir qu'une journaliste de TF1 avait tenu la main du fameux Papy Voise, alors je vous laisse aller chercher un Paul Voise, V-O-I-S-E, qui, dit-on, a fait basculer le premier tour de l'élection présidentielle et a fait arriver Jean-Marie Le Pen au second tour devant Lionel Jospin. Donc c'était complètement décalé, complètement hors sol. C'est-à-dire qu'on n'a pas à venir embrasser, prendre dans les bras quelqu'un qu'on interviewe, qui a une position politique qui est engagée et qui n'a pas à être traité comme ça. Je crois qu'avec d'autres personnalités, on l'a prouvé ici à plusieurs reprises, avec d'autres personnalités politiques, puisque c'est un homme politique, Enrico Macias, et je pense qu'avec d'autres acteurs politiques, puisqu'Enrico Macias est un acteur politique désormais, je pense qu'elle n'a pas eu la même empathie qu'elle a montrée là, et je pense que c'est complètement déplacé, pour ne pas dire autre chose. Alors, on quitte le groupe BFM RMC et puis on arrive au groupe TF1 LCI. Ah, Hervé. Et là, tu nous parles d'un top délire. Oui, c'est un top délire. T'es en forme. Il y a 2 semaines, j'avais sorti ça, je crois, les top délires. Non, ou même un peu plus. C'est les plages de Bretagne, vues par Hervouet. Alors, je ne sais pas si Hervouet, d'ailleurs, il est breton ou pas, mais je pense qu'il est breton. De LCI. Absolument. Mais je pense qu'il doit avoir des origines bretonnes. En tout cas, il a pris l'exemple des plages bretonnes. Comment seront-elles dans quelques temps si on laisse faire et que Marine Le Pen n'est pas élue présidente de la République? Je vous laisse écouter. Quand toutes les filles seront voilées sur la plage du Pouliguen avec votre fille, quand elle-même sera obligée d'être voilée pour pas être traitée comme une moins que rien, une traînée. Ouais, c'est complètement... Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse laisser passer des commentaires comme ça avec des femmes voilées, que si nos femmes et nos filles ne sont pas voilées, elles vont être traitées de catins, de traînées. Je ne sais pas où est parti Hervouet, mais d'abord, je souhaite qu'il n'y revienne pas, hein, qu'il n'en revienne pas. Il est bien là où il est, mais je ne comprends pas sa dérive, parce que moi, je le connais depuis une trentaine d'années, Hervouet, et je ne sais pas ce qui l'a poussé dans les bras de ces délires complotistes. Mais il serait bien qu'il reste là où il est et qu'il ne revienne pas dans la sphère du journalisme réel. Alors, on va sur France Info, le service public, qui se dégrade de jour en jour si l'on écoute tes chroniques successives. Et là, il y a Manuel Bompard qui est passé sur France Info, tu veux nous en parler? Oui, c'est très bref, mais parce qu'on en reparlera. Je vous l'ai promis depuis un petit moment, mais ça va se faire. Vraiment, la semaine prochaine. A priori, je vais vraiment consacrer quelque chose, faire un focus sur le service public et la dégradation du service public de l'information, notamment France Info. Ça a déjà été le cas au fil de l'eau, au fil des chroniques. Mais là, il y a Agathe Lambray qui va se comporter face à Manuel Bompard, je pense, de manière déraisonnable. Elle va le reconnaître elle-même en l'espace de quelques secondes. Elle va l'attaquer. On est 10 jours après l'affaire de l'affiche soi-disant antisémite concernant Tony Montana, Cyril Hanouna. Elle va revenir dessus 10 jours après, donc c'est lourd déjà, et on sent que Manuel Bompard en a marre, mais il va lui répondre point par point. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas répondre ça. Je vous laisse écouter. Est-ce que vous regrettez les mots de Jean-Luc Mélenchon quand il a dit que l'antisémitisme était résiduel en France, Madame, c'est très au moment simple. où les actes antisémites explosaient? Ce visuel, il a été retiré. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je n'ai pas de problème à le redire, que puisqu'il a été utilisé ensuite pour faire une association et lui donner un sens qui n'était pas le sien, il n'aurait pas fallu le publier. Je l'ai déjà dit 15 fois, donc il n'y a pas de problème sur ce sujet. Quant à l'utilisation du mot résiduel, dont vous pouvez ouvrir le Larousse et qui dit qu'il a plusieurs sens, et notamment un sens qui consiste à dire que malheureusement, oui, résiduel, ça veut dire qu'il persiste. Vous comprenez, madame? Mais si vous êtes choqué par l'utilisation... Vous avez toujours raison, Emmanuel Bompard. Non, je n'ai pas toujours raison, mais puisque vous êtes choqué par l'utilisation du mot résiduel, peut-être êtes-vous choqué par le fait que M. Retailleau l'a utilisé précisément sur la question de l'antisémitisme la semaine dernière au Sénat, en disant que l'antisémitisme était résiduel à l'extrême droite. Est-ce que c'est vrai, madame, que l'antisémitisme est résiduel à l'extrême droite si vous considérez que résiduel veut dire inexistant? D'autant que, comme vous l'avez entendu, d'abord, on ne répond pas « vous avez toujours raison ».
Bah non, c'est pas une réponse, ça. Il faut argumenter. Il répond point par point, c'est un fait. Et juste après, vous l'aurez noté, elle va dire vous avez raison. Bah oui, si à partir du moment où on argumente et qu'on apporte des réponses à des questions qui sont posées, bah j'estime qu'on a le droit d'être, alors pas félicité, mais enfin au moins de reconnaître que Manuel Bompard, en l'occurrence, puisque c'est lui dont il s'agit, a fait le job de répondre aux questions qui lui ont été posées. C'est pas du job, ça, Agathe Lambray, de dire vous avez toujours raison. On se croirait dans une cour de récréation ou dans une cour de collège. Ça se fait pas. C'est pas des pratiques journalistiques d'interview politique raisonnables. Alors, on s'en va dans la rubrique des flops. Et aujourd'hui, en fait, tu as consacré une sorte de bouquet de flops à l'actualité politique majeure de ces derniers jours, c'est-à-dire Marine Le Pen condamnée également à une peine d'inéligibilité. Et cette condamnation, dans le cas de l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen, elle met en branle la scène médiatico-politique et des perles sortent forcément, et tu as regardé ça de près, Mourad. Oui, nous sommes mardi, nous enregistrons le mardi après-midi, je le rappelle, donc il va se passer encore plein de choses d'ici à la diffusion de notre chronique. Mais déjà, on a un florilège assez extraordinaire. On va commencer, alors, pour bien situer les choses, il n'y a pas que la droite de l'extrême droite du type Frontière, alors qu'eux sont rentrés en mission, ils sont ils se sont transformés en chevaliers avec l'épée pour aller attaquer la justice, évidemment politique, de gauchistes, de wokistes, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas que ça. C'est ça qui m'a surpris. Enfin, surpris. C'est pas perdre de l'année, mais il y a des exemples, comme, notons, Isabelle Saporta, qui va en appeler à la grâce présidentielle. Donc Isabelle Saporta, qui est censée être de gauche, va en appeler à la grâce présidentielle pour Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'elle le fait aussi pour ses collabs et ses adjoints, ses cadres politiques? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle va utiliser un argument que je trouve assez fallacieux, à savoir que ça ne vient pas blanchir Marine Le Pen, mais écoutez bien. Et si le président Macron graciait Marine Le Pen? Après vérification auprès de constitutionnalistes et de juges, c'est possible. Dans ce scénario hautement improbable, Marine Le Pen pourrait se présenter. Bien sûr, ce serait fou qu'Emmanuel Macron, l'homme qui a construit sa carrière politique et gagné ses 2 élections présidentielles comme rempart au RN, sauve le RN. Sauf que ce ne serait pas le RN que le président sauverait, mais nos institutions. Vous les avez entendus, les électeurs du premier parti de France? Ils ont l'impression qu'on leur a volé leur élection. J'avais l'impression que d'attaquer l'institution judiciaire, c'était ça le problème de fond, mais pas de remettre en piste une candidate potentielle, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer d'ici 2 ans, mais une candidate potentielle à la présidentielle. Alors, moins surprenant, évidemment. Je parlais tout à l'heure du Tony Montana, du PAF, en l'occurrence Cyril Hanouna. Alors lui, il est carrément en deuil. Alors, notez, je ne comprends pas, alors c'est un détail, comme dirait France Gall, mais regardez les lunettes qu'il arbore en studio. Déjà que ça me pose problème, parce que ça fait un peu, à minima, légèrement dépressif. Mais alors là, il est carrément en deuil. Regardez. Pour moi, la première chose qui me vient en tête, c'est ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et c'est vrai que j'ai l'impression quand même... Moi, je sais pas, vous vous rappelez cette émission, Le Millionnaire? Bien sûr. Avec Philippe Risoli, quand les gens criaient le million. Eh bien, j'ai l'impression que la justice, avec nos politiques, sur certaines décisions, c'est vraiment, on tourne la roue, et allez, on ne sait pas ce qui va arriver. Franchement, il y a eu Nicolas Sarkozy la semaine dernière. C'est dramatique. 7 ans de prison requis. C'est dramatique. Marine Le Pen cette semaine. Excusez-moi, il se passe quand même quelque chose. Il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose de grave en France. Et je pense que les Français s'en rendent compte. Et quand je dis à chaque fois que le prochain président ne pourra rien faire s'il ne bouscule pas toutes les institutions, je faisais également référence à cela. Tu manques d'empathie, Moumou, le pauvre Cyril. Ah, mais quand je dis qu'il est en deuil, je me moque pas de lui. Je dis juste que c'est un moment terrible pour lui. Je peux l'entendre. Oui. Tu mens pas très bien, mais qu'est-ce qui me touche que Tony Montana soit blessé? Oui, c'est une question. Ouais, ça me touche, parce qu'après tout ce qui lui est arrivé, C8, la fermeture de C8, tout ça, c'est pas des moments faciles pour lui. Et bon, j'espère que ça va être le dernier, après Sarkozy en plus. Enfin, bref.
l'enfer pour lui. Et donc, on va résumer l'état d'esprit des RN, parce que les RN là sont en train de dire qu'en fait c'est un complot islamo-wokiste, enfin en gros, hein, pour aller vite. Un complot politico-judiciaro. Oui, enfin, on peut mettre tous les trucs en haut. Et ils n'ont pas hésité à balancer carrément le nom, le patronyme complet de la juge. Et elle est pratiquement sous protection policière. Donc je trouve ça extrêmement grave. Et ils appellent même, il y a une affiche, j'ai vu une affiche passer, une affiche d'un compte d'extrême droite, où ils appellent, alors je dirais pas quel jour, mais ils appellent à venir devant tous les palais de justice de France pour protester contre cette décision. C'est-à-dire qu'ils sont capables, là aujourd'hui, de s'en prendre à la justice de manière physique. Ça montre un peu, c'est intéressant, il y a un côté révélateur, je trouve, là-dessus. Alors on va remettre, donc il la joue offensif et compagnie, sauf que chasser le naturel, il va vite revenir au galop. Merci Julien Audoul pour cette séquence, je vous laisse regarder. De ce jugement, la motivation, vous fermez là. Pardon? Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. C'est ça votre réponse? Vous fermez là. Vous fermez là. Vous êtes qui, monsieur? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous êtes une hostilité. Non, s'il vous plaît. Vous prenez pour qui, monsieur? S'il vous plaît. Julien Audoul. Vous n'êtes personne. Julien Audoul. Vous n'êtes personne. Julien Audoul. Moi, je ne dis pas fermer là. Monsieur le député. Vous ne dites pas fermer là. Je vous le dis, parce que même alors la contradiction. On ne dit pas vous fermer là. Je vous dis ce que je veux. Messieurs. On fait pas ce qu'on veut. On dit pas ce qu'on veut. On respecte les autres et on respecte la loi. Messieurs, ça suffit. Donc là, voilà, la petite frappe de Julien Audoul, je le traite comme il est, va... On aura encore des problèmes. Non, il n'est pas capable de ça. Je suis pas une femme voilée. J'ai pas d'enfant à côté de moi, donc il s'en prendra pas à moi. Je suis tranquille. Il va donc péter les plombs en plateau et ça va obliger tous les gens autour du plateau à essayer de rattraper l'affaire. Mais voilà, sa vraie nature est enfin ressortie. Alors, on continue toujours dans ce registre des dinguerie, si on peut utiliser cette expression, post-décision judiciaire au sujet de Marine Le Pen. Oui, on va revenir au cas Hervouet qui va expliquer. Alors, ils ont tressé pendant toute la Bololand et compagnie, ont tressé évidemment des couronnes mais c'est incroyable à Marine Le Pen et au cadre du Rassemblement national. Et là, il va expliquer, alors il faut toujours trouver une originalité, hein, au bout d'un moment quand on a tout fait, après le complot et tout ça, que c'est la femme politique française la plus connue au monde. Je vous laisse écouter. Si vous me demandez par rapport au reste du monde, bien sûr, c'est qu'on a découvert, on découvre depuis 24 heures que Marine Le Pen est sans aucun doute la Française la plus célèbre au monde. C'est-à-dire que pas simplement au Maghreb, dans le monde arabe, en Afrique, dans les anciennes colonies ou nos voisins européens, le monde entier connaît le nom de Le Pen et le prénom de Marine. C'est assez extravagant. Elle est plus connue, elle est peut-être pas autant que Jeanne d'Arc, mais pas autant que Michelle Obama, mais elle est davantage que toutes les vedettes du showbiz. Autant que Macron. Et les ministres français. J'ai envie de dire qu'Al Capone aussi est l'un des Américains les plus connus au monde. C'est quoi comme plus-value? Je comprends pas. C'est pas parce que des grandes démocraties comme la Russie l'ont félicité, ou Orban également. La plus grande puissance mondiale, la plus grande démocratie du monde. Absolument. C'est que des grands démocrates qui disent je suis Marine. En plus, oui, c'est vrai, très récemment aussi. Mais ça n'a pas de réalité, de preuve, de sens de dire que c'est la plus connue au monde et que donc ça en fait une femme importante. Dans un monde modéré par les algorithmes des réseaux sociaux, oui, c'est vrai. Moi je me dis que quelque part tu envies son nombre d'abonnés. C'est vrai. Elle est plus célèbre que toi, Moumou. Ouais, pour l'instant. Moi, je suis connu à Mérignac, à Besançon, à Iroise, à Decazeville, dans l'Aveyron. Donc, moi, ça me va très bien. Alors, nous sommes arrivés à la rubrique Au microscope de cette édition de l'œil de Moumou avec une invitée, Ercilia Soudé, la députée LFI-NFP. Ercilia Soudé qui va évoquer donc ses relations avec le monde des médias et des thématiques qui reviennent souvent, le racisme, l'antisémitisme et désormais l'antiziganisme. Mourad va nous conduire avec Ercilia dans les dédales du rapport que peut entretenir une députée d'opposition dans le contexte que l'on connaît en France avec le quatrième pouvoir, comme on disait jadis.
Mourad. Absolument. Bonjour Ercilia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Donc oui, effectivement, on va parler. Alors juste avant, puisqu'on parle de l'ensemble des racismes, j'aime bien dire les racismes, hein, sinon on tombe dans quelque chose d'un peu bizarre, comme certains humoristes pointent régulièrement, notamment le fait qu'on sépare plusieurs racismes, qu'on hiérarchise, et que c'est évidemment pas mon souhait, et c'est pas ce à quoi j'adhère, et j'imagine, enfin vous donnerez votre point de vue à ce propos. Il y a depuis... Alors, je tourne un peu en ce moment, voilà, c'est comme ça, avec l'œil de Moumou, ce que j'appelle le Moumou Tour, de manière un peu prétentieuse, et voilà, mais ironique, évidemment. Et je rencontre beaucoup d'internautes de cette chronique, qui d'ailleurs te salue régulièrement, Théo, je le précise. Ils m'ont chargé à chaque fois de te le dire, et de saluer l'équipe. Et à chaque fois, mais je pense que c'est pareil pour vous, à chaque fois revient la question de savoir comment vous faites, et c'est d'ailleurs on le retrouve sur les réseaux sociaux, comment vous gérez ces attaques précises, récurrentes, organisées, planifiées, à l'instar, par exemple, d'Aurore Berger. Je vous laisse écouter. Je pense que vous avez un parti qui est celui de la France Insoumise, qui aujourd'hui joue matin, midi et soir avec l'antisémitisme. Vous diriez formellement que la France Insoumise est antisémite ? Mais je pense qu'il donne un permis aux Français de pouvoir être antisémites. Parce que, en fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui, en fait. Jean-Luc Mélenchon, c'est les petites phrases, c'est les petites blagues nauséabondes. Quand vous prenez des propos comme celui qu'il a tenu il y a peu de temps en disant on va leur couper les cheveux en quatre pour en faire des édredons. Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme cultivé. C'est pas quelqu'un d'inculte, c'est un homme cultivé qui connaît très bien l'histoire et les références historiques. Ça peut pas être autre chose qu'une référence directe à Auschwitz. Donc, en gros, comment, puisque vous êtes parlementaire, LFI, NFP, comment vous gérez en interne, notamment, cette question des attaques récurrentes en antisémitisme qui sont d'une violence que j'ai rarement croisée et qui sont de plus en plus accentuées et aiguisées chaque semaine? Effectivement, c'est extrêmement violent à notre égard et ça s'inscrit de façon générale en fait, dans un contexte de violence même plus global que cela, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que, par exemple, on a quand même un certain nombre de menaces de mort à notre encontre. Moi encore tout récemment, j'ai été menacée. J'ai un écrivain franco-israélien qui a appelé à me tirer une balle dans la tête avec Éric Coquerel et toute la Mélenchonie dans un article de la Tribune Juive. Encore tout récemment, je me suis retrouvée sur une boucle Telegram dans laquelle se trouveraient a priori pas mal de personnalités comme M. Morandini, Mme Laurence Ferrari, etc., sur laquelle on appelle encore une fois à me tuer. Et en fait, ça s'inscrit dans ce contexte de violence vraiment généralisée à notre rencontre qui montre à quel point, finalement, on dérange, à mon avis. Donc, c'est une façon aussi, quelque part, de nous faire taire, de nous obliger à une sorte d'autocensure. Alors, comment est-ce qu'on gère cela ? Évidemment, on le gère sur le plan judiciaire. Je ne vous cache pas, évidemment, que ça implique forcément de hiérarchiser aussi parfois, parce que si on porte plainte de façon absolument systématique, on va finir par ne faire plus que ça. Et finalement, ils auront gagné leur projet, à savoir de nous empêcher de faire notre travail d'élus, faire notre travail politique, notre travail même militant. Mais de toute évidence, on ne lâche rien. D'ailleurs, moi-même, j'ai eu une victoire judiciaire à mon actif, puisque j'ai gagné en première instance contre Bruno Attal, qui m'avait attaqué. Alors, la justice est lente, c'était il y a 2 ans de cela. Il m'avait attaqué en m'injuriant, en me traitant d'antisémite, et avec en plus des tweets extrêmement sexistes. Pour le moins. Alors, je précise quand même pour les gens qui ont la chance de ne pas connaître Bruno Attal, que c'est un ancien policier qui est connu pour avoir cumulé un nombre extraordinaire, notamment d'arrêts maladie, qui ne bossait pas, qui est proche... Il était syndicaliste également. Oui, syndicaliste d'un truc France Police, qui était un syndicat d'extrême droite, raciste, qui faisait des clips... Bien plus à la droite qu'Alliance, c'est pour dire. Ah oui, largement. Oui, non, mais qui est complètement raciste, qui aime bien voyager, notamment en Thaïlande,
pour des raisons X, Y, Z, et qui effectivement tient des propos absolument fous par rapport aux femmes, notamment. Il a un problème avec les femmes, visiblement, et puis avec la gauche en général, et puis avec LFI, et avec vous en particulier. Et donc, c'est parce que vous dites que c'est sexiste ou misogyne, mais en fait, c'est extrêmement violent, et c'est très étonnant qu'il puisse encore, comme ça, avoir son compte et qu'il puisse continuer, puisqu'il prend ça comme une espèce de Graal d'avoir été condamné. C'est une inversion complète de la charge. Et donc, vous y êtes allé. Mais comme par exemple, Aymeric Caron, entre guillemets, parce que c'est pas drôle, mais s'amuse à choper au hasard l'un de ses détracteurs qui le traite d'antisémite, et puis il va le transmettre à son avocat, donc il en prend un par-ci par-là. Mais est-ce qu'il y a une stratégie globale? C'est vraiment la question, c'est pas moi qui pose la question, ce sont les internautes qui vous suivent, qui vous soutiennent, qui posent la question, est-ce qu'il y a une stratégie globale, ou alors est-ce que vous allez faire ça au coup par coup, continuer à le faire au coup par coup, comme l'a fait d'ailleurs Daniel Obono? On a quand même une stratégie globale, ne serait-ce que dans la mesure en fait où on a des avocats qui sont véritablement aussi payés pour en fait observer réellement ce qui se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux, pour parfois en fait nous faire des signalements Arcom, nous suggérer de porter telle ou telle plainte au nom de la France Insoumise ou à titre individuel, etc. Donc il y a une véritable stratégie tout de même, je tiens à le signaler. Mais en tout cas, je voulais quand même insister là-dessus sur la question du sexisme, parce qu'en fait, je parle de violence qui a de multiples visages. Et en fait, il y a cette violence, effectivement, qui consiste à nous faire passer pour des antisémites, et donc finalement à inverser finalement le rôle de l'extrême droite avec nous, en fait. Et en même temps, donc, on a donc des attaques aussi... qui nous mettent en danger, donc des menaces de mort, etc. Et on a aussi donc ces attaques, quand on est pour ce qui est de nous, les femmes de LFI, on a des attaques vraiment sexistes, particulièrement appuyées. Et en ce qui me concerne, c'est quand même particulièrement virulent. Et moi, il n'y a pas un jour, véritablement, sans que je ne souffre du sexisme. Alors, et de ce point de vue-là, c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est que c'est devenu tellement banal qu'en fait, il y a quand même assez peu de soutien globalement dans le champ politique et le champ médiatique, quoi. Et j'appelle vraiment à faire en sorte qu'on ne banalise pas cela, en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, le problème, c'est que c'est effectivement banalisé parce que c'est récurrent, à un point qui dépasse complètement l'entendement. Ce qui vous empêche pas, puisqu'on est dans une chronique de critique média, ce qui ne vous empêche pas de prendre le temps, en plus de ça, des attaques que vous subissez et auxquelles vous répondez, en plus vous prenez le temps régulièrement, vous faites partie des députés, alors j'ai regardé, je fais le tour tout le temps, vous faites partie des députés qui font le plus de signalements à l'Arcom. Quels sont vos rapports avec l'Arcom? Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec eux? Alors, je n'ai pas eu particulièrement de contact direct. Après, moi, j'estime que c'est aussi mon travail de faire des signalements. Après, quels que soient les résultats, au moins, j'estime que moi, au moins, j'ai fait mon travail de parlementaire. Encore une fois, pour que les choses ne soient pas banalisées, qu'on ne se dise pas, c'est parce que ces propos-là sont tenus de façon régulière, donc tant pis. Moi, j'estime qu'il faut qu'on fasse tous notre travail, que ce soit en tant qu'élu ou en tant que simple citoyen, et qu'en fait, systématiquement, on fasse des signalements. Et votre ligne blanche ou ligne jaune, c'est quoi? C'est les propos racistes, et c'est ça qui déclenche Alors c'est vrai que oui, je suis particulièrement sensible effectivement aux propos racistes, aux propos sexistes. Je suis pour le fait qu'on ne banalise pas cela. Je suis pour le fait qu'on ne banalise pas en fait une parole d'extrême droite, j'estime, dans les médias, en fait. Ça veut dire que, pour moi, il y a une véritable extrême droitisation en ce moment du champ médiatique, et c'est contre cela que je veux lutter. Et est-ce que l'Arcom vous a déjà répondu? Alors oui, j'ai déjà eu des réponses positives, notamment les propos de Barbara Lefebvre à l'encontre des voyageurs. Bon, elle les avait appelés à rentrer dans leur pays, le pays. Elle ne savait pas trop c'était quel pays, le pays des gens du voyage. L'avion peut-être, ou le train, le bus. Ou la caravane, si on pense à Barbara. Donc l'Arcom m'avait donné raison et avait donc interpellé RMC.
Mais voilà, je pense que malgré tout, voilà, l'ARCOM est parfois un peu trop gentillé avec ce genre de propos, quoi. Bien sûr. Alors, en fait, ils répondent. Est-ce qu'ils ont un délai pour répondre? Est-ce qu'ils ont des accusés de réception quand ils réceptionnent? Est-ce qu'il y a une méthodologie qui finalement garantit à celle ou celui qui les joint, notamment quand c'est un élu, qui aura une réponse dans un certain délai, etc. Alors moi, systématiquement, ils nous répondent. Donc je pense que quand on est élu, ils nous répondent. Mais c'est vrai que parfois, ça peut prendre du temps. Donc j'ai pas vu un délai précis, quoi. C'est un peu en fonction, je pense, du nombre de dossiers qu'ils ont. Donc ça peut prendre plusieurs mois. Et souvent, c'est des réponses, puisque vous les publiez. Hein, j'invite les gens à aller sur vos comptes, sur les réseaux sociaux, sur les comptes que vous avez sur les réseaux sociaux, puisque vous publiez régulièrement les réponses. Et ça ressemble très étrangement à des communiqués du Quai d'Orsay relatifs à ce qui se passe au Moyen-Orient, à savoir qu'ils parlent c'est assez soft. Assez quoi. soft. Hein, c'est pas d'une virulence particulière. Et ça tranche assez, effectivement, avec le climat global dans les médias, quoi. Oui, tout à fait. C'est d'une violence extrême. Mais est-ce que, par exemple, suite à une de ces interpellations, il y a eu des amendes, il y a eu des condamnations, il y a eu des amendes? Il ne faut pas trop en demander à l'ARCOM. Hein. De toute façon, clairement, l'ARCOM, avant même d'être élu, en fait, j'étais professeur de français et j'avais fait, à un moment donné, dans le cadre des formations qu'on peut avoir en tant que professeur, j'avais eu une journée de formation auprès du CSA à l'époque. Et j'avais bien compris que le gendarme des médias, c'était quand même pas une arme surpuissante, quoi. Et donc, il m'avait clairement fait comprendre que pour en arriver à un stade où on donne des amendes, il faut vraiment y aller. Et à part... on avait fait tout un développement autour d'Hanouna, où justement, ce qui était présenté comme étant leur bête noire et tout. Et en fait, j'avais l'impression qu'en dehors d'Hanouna, finalement, personne n'avait eu le droit à d'amende, quoi, parce que personne n'avait été au point d'Hanouna dans la provocation. Mais alors qu'en fait, en vérité, il y a des propos que j'ai relevés, que j'ai envoyés à l'ARCOM, qui, à mon avis, mériteraient largement ce genre de... d'être sanctionnés lourdement. Est-ce que pour terminer sur cette partie, vous avez le souhait, l'espoir que, parce que c'est aussi quelque chose qui est revenu, qui revient régulièrement quand j'échange avec des gens qui s'intéressent à la critique média, donc des internautes qui s'intéressent à qui suivent notamment notre chronique et puis d'autres, chez nos confrères et nos consoeurs. Est-ce que vous avez le désir que la question des médias soit au cœur de, par exemple, la prochaine présidentielle? Je parle dans le programme de LFI ou du NFP. Alors, cette question-là, en fait, pas forcément plus qu'une autre. Je pense que ça s'inscrit dans un projet global de société, en fait. L'idée, c'est pas forcément de se focus uniquement sur les médias. Je pense que les médias sont un peu... le reflet de la société. S'il y a une extrême droitisation des médias, c'est parce qu'il y a une extrême droitisation du champ politique, une extrême droitisation du débat public. Je pense que tout se nourrit, en fait. C'est pas... donc je pense que c'est beaucoup plus complexe. On ne peut pas juste se focaliser sur les médias, à mon sens. D'accord. Alors, nous enregistrons donc le mardi 1er avril, ce qui n'est pas une blague. Qu'est-ce qui va se passer le 3 avril prochain, donc au lendemain de la diffusion de cette chronique au niveau des travaux parlementaires? Alors, il y a la niche Horizon qui arrive. Là, une niche, pour expliquer, oui. C'est en fait une journée parlementaire qui est consacrée à un groupe politique qui présente un certain nombre de textes de loi qui doivent être étudiés entre 9h du matin et minuit. Et Horizon propose notamment une proposition de loi sur laquelle je suis chef de file. Chef de file, ça veut dire qu'en gros, c'est moi qui suis de près ce texte pour la France Insoumise avec mon collègue Emmanuel Fernandez. Et ce texte-là, il passe en 3e et c'est un texte extrêmement dangereux et extrêmement raciste. Raciste à l'encontre des voyageurs. En fait, l'idée fondamentale de ce texte, alors prétendument, il est présenté comme voulant réformer l'accueil des gens du voyage. Mais dans les faits, c'est un texte extrêmement stigmatisant à l'encontre des voyageurs, qui prévoit de doubler les amendes forfaitaires si jamais les voyageurs sont stationnés de façon illicite, et qui prévoit même d'aller jusqu'à les mettre en prison, parce qu'en fait, l'idée, c'est que le stationnement illicite soit considéré comme dégradant le lieu sur lequel on est stationné, quelle que soit en réalité la véracité de ces dégradations, Et donc, en fait, les voyageurs peuvent encourir 75 000 € d'amende ou 3 ans d'emprisonnement. Sauf que, en fait, ça passe complètement à côté du sujet, puisque s'il y a des stationnements illicites, ce n'est pas de la faute des voyageurs, c'est de la faute de l'État et des collectivités territoriales qui
qui ne remplissent pas leurs obligations légales en faisant en sorte qu'il y ait suffisamment d'aires d'accueil. Là, actuellement, on a 40% des aires d'accueil prévues qui sont construites, sachant que le plan initial, ce qui est prévu, ne permettrait même pas réellement d'accueillir tout le monde parce que c'est en fait un plan qui a été prévu avec la loi Besson qui n'est absolument pas à jour puisque la démographie des voyageurs, elle a considérablement augmenté depuis. Donc là, concrètement, on se retrouve avec des gens qui sont condamnés à subir des amendes impayables parce qu'ils sont déjà en situation de grande précarité. Donc, je ne les imagine pas 2 secondes payer 75 000 € d'amende. Et condamnés à faire de la prison. Il y a vraiment cette idée de les faire disparaître de la circulation. C'est vous êtes là dans les petites zones qu'on vous a prévues, et puis s'il n'y a pas la place pour vous, tant pis, on vous met derrière les barreaux. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Je trouve ça extrêmement violent. J'ai rencontré hier une dame qui s'appelle Anna Lagrené-Ferré, qui est une survivante du génocide tzigane pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand je lui ai parlé de cette proposition de loi, elle m'a dit « ça me rappelle la loi de 1912 ». Et elle m'a dit c'était une loi extrêmement stigmatisante. Et là, je me dis, on est au 3e millénaire, on pourrait se croire moderne, et finalement, on est toujours là à faire des lois hyper stigmatisantes. La situation ne s'améliore pas. Alors, pour expliquer un peu la loi de 1912, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, c'est à cette époque-là qu'on avait décidé d'attribuer des carnets anthropométriques aux voyageurs. Carnets anthropométriques qui devaient viser régulièrement à la mairie à chaque fois qu'ils se déplaçaient, etc. Et qu'ils avaient dès l'âge de 13 ans. Ça leur faisait un peu office de carte d'identité, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de carte d'identité, ils avaient juste un carnet anthropométrique, qui accessoirement était un accessoire extrêmement raciste, parce que dedans il y avait des informations du type la taille de l'oreille droite, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Et en fait, voilà, la première chose à laquelle elle a pensé, c'est cette loi de 1912. Et ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'on est toujours en train de vouloir nous faire payer, mais pendant ce temps, qui a payé le prix de notre douleur ? Qui a payé le prix de la douleur qu'on a subie pendant la guerre, pendant les camps et même après-guerre? Absolument. On va justement y venir. Il y a une période sombre, excessivement sombre, vraiment au sens le plus profond du terme. Et vous l'avez rappelé au cours d'une commission, on avait des extraits, je vous invite à aller voir ça. On va évidemment voir comment ça a été manipulé. Vous avez parlé de la période 39-46 et vous avez été raillé pour ça, estimant que vous parliez de la Seconde Guerre mondiale et que uniquement de 39-45 et que vous alliez jusqu'à 46. Alors on va voir une capture d'écran. Elle est signée, c'était un tweet signé Richie Thibault et c'est votre collaborateur parlementaire. Et il va répondre au journaliste Paul Laroux-Turoux qui n'en est pas à son coup d'essai dans les approximations et les choses un peu de cabinet, on va l'appeler comme ça, ou de préfecture. Et il va railler votre propos 39-46. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à parler de cette période précisément ? Oui, effectivement, je suis assez scandalisée de tout ce bad buzz qui a été fait autour de simples faits historiques. Si je parle de 39-46, les gens ont compris en fait que je parlais des dates de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dit super, Arsia Souden ne connaît pas les dates de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une ancienne enseignante. Oui, alors qu'en plus, c'est une ancienne enseignante. On ressort sur le tapis que vous avez enseigné. Qu'est-ce qu'elle enseigne à nos enfants, bref. Sauf qu'en fait, 39-46, ça correspond en fait, aux dates du génocide tzigane, dont j'avais déjà parlé en réalité, mais c'était passé assez inaperçu. J'en avais parlé dans ma proposition de résolution qui visait justement à reconnaître ce génocide, la responsabilité de la France et l'instauration du 2 août comme journée de commémoration officielle. Donc, j'avais proposé cette proposition de résolution qui, accessoirement, a été signée par pas mal de députés de gauche, mais on attend toujours d'avoir des signatures de droite. Et en fait, 39, alors certes, parce qu'on me dit, alors, les plus, on va dire, les plus au courant des faits, ils vont me dire oui, mais alors ces cas-là, on parle de 40-46, parce que les premiers voyageurs à être mis dans des camps, c'est en 40, le dernier à en être sorti, c'est en 46. Oui, sauf qu'avant 40, en fait, il y a eu des premières assignations à résidence en 1939. Bien sûr. Encore là, je ne parle que de la France. C'est-à-dire qu'en vérité, on peut effectivement remonter plus loin si on parle du niveau européen. Mais au niveau français, la première assignation à résidence, c'était en 39, et donc en 46, la dernière sortie des camps. Il y a dans ces actions qui ont été faites à l'encontre des voyageurs en 39-46, il y avait vraiment une perspective génocidaire, en fait. Et c'est ce qui ressort des travaux notamment de Lise Foineau, donc, qui est une anthropologue qui travaille au CNRS et avec qui j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Et à mon sens, quand on fait cette polémique sur 39-46, il y a pour moi une véritable volonté encore une fois, d'invisibiliser la souffrance des voyageurs.
C'est-à-dire que déjà, leur génocide n'est pas réellement reconnu, la souffrance qu'ils ont subie pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas suffisamment reconnue. Et en plus de cela, donc on vient faire une polémique absolument insupportable quand on l'évoque. C'est ça qui me frappe. Et c'est une souffrance supplémentaire, en vérité, pour les voyageurs. Enfin, voilà, en fait, moi, vraiment, quand j'ai parlé avec Anna Lagrenet-Ferré hier, pendant mon déplacement près de Brest, elle me disait cela. Elle me disait, on a été invisibilisés pendant tellement d'années. Et elle était reconnaissante envers François Hollande en disant, quand même, en 2017, voilà, on nous a sorti un petit peu de l'oubli. Oui, alors c'est sur le plan médiatique, puisque c'est quand même c'est l'objet de notre chronique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, on va voir les conséquences de tout ça en une courte vidéo qui date d'il y a quelques années, pas si longtemps que ça, mais qui donne des conséquences assez dramatiques. Qu'est-ce que ça vous évoque? Effectivement, alors vous avez évoqué Barbara Lefebvre tout à l'heure, que là, un journaliste, je crois qu'il est du groupe TF1, Paul Larouturou, quand il va avoir à traiter ces questions-là et qu'il pratique la raillerie, il montre sa méconnaissance crasse de l'histoire de France, notamment, et de celle, évidemment, des gens du voyage. Qu'est-ce que ça vous évoque en termes de sérieux quand on parle de ces questions d'installation des gens du voyage? Alors, je précise quand même, juste pour être vraiment carré, je sais que vous savez, mais je précise juste que très souvent, les gens du voyage se retrouvent, par exemple, parce que les collectivités ont une obligation légale, ils se retrouvent entre une déchetterie, une bretelle d'autoroute, dans des endroits où le sol est contaminé, et ainsi de suite, et que donc, évidemment, qu'ils ne veulent pas y aller, et que donc, ils cherchent des endroits de substitution. Qu'est-ce que cette méconnaissance de ces dossiers-là que vous essayez de promouvoir, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous pensez que, notamment, les journalistes sont sous-informés ou mal informés, voire même malveillants sur ces questions et sur ces populations? Mais moi, je pense que l'antidiganisme, c'est vraiment une forme de racisme qui est complètement répandue et décomplexée dans notre société. C'est une forme de racisme qui est considérée comme acceptable. Et ça se manifeste effectivement par toutes les réactions qu'on peut avoir à l'encontre des voyageurs, quel que soit le sujet qu'on aborde en ce qui les concerne. Et effectivement, si on était un minimum informé, en fait, on ne peut être que scandalisé en fait, quand on est un minimum informé sur la réalité des choses. Moi, ce que je rappelle, c'est que les voyageurs, quand même, ils ont 15 ans d'espérance de vie en moins que la population française. C'est quand même scandaleux. C'est une étude récente qui a été faite par Santé publique France. Et c'est pas dû à rien, effectivement. C'est ce que vous évoquiez quand vous disiez que les voyageurs souvent se retrouvent dans des aires d'accueil, et je mets accueil avec beaucoup de guillemets parce que ça n'a strictement rien d'accueillant, des aires d'accueil qui sont près d'autoroutes, d'usines Céveso, etc. Moi, je rappelle qu'effectivement, il y a un autre chiffre qui est assez frappant et qui explique bien pourquoi on arrive à ces 15 ans d'espérance de vie en moins. C'est que 80% des aires d'accueil qui existent, elles sont dans des zones extrêmement polluées, où en fait personne d'autre n'aurait envie de mettre les pieds. Et voilà, et donc c'est le combat d'un collectif que je tiens à saluer, qui est le collectif d'Assovas, c'est sur qui vit sur l'aire d'Helem-Ronchin, près de Lille, qui se bat depuis des dizaines d'années pour avoir des conditions dignes pour tous les voyageurs. L'aire d'Helem-Ronchin elle-même, elle est située entre une concasserie, une cimenterie, un champ bourré de pesticides. Et en fait, ça fait longtemps qu'elle demande à pouvoir partir. Et malgré tout, elle reste. Mais alors après, certes, on va me dire que des fois, effectivement, il y a des voyageurs qui refusent de vivre dans ces conditions. Et en même temps, moi, j'ai envie de dire, je le comprends. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, ils acceptent malgré tout. Ça, pourquoi? Parce qu'en fait, ils estiment, c'est ce que me disait un autre voyageur qui s'appelle Antoine, qui à la base est entre ma circonscription et le 95, et qui me disait, parce que lui en l'occurrence il souffre justement de l'errance depuis son enfance, et il dit que en fait il préfère encore se retrouver dans des zones extrêmement polluées que d'être condamné à l'errance. Parce qu'être condamné à l'errance, ça veut dire quoi? Ça veut dire être baladé tous les 4 matins d'un lieu à un autre, c'est avoir des ruptures de soins, c'est ne pas pouvoir envoyer ses enfants à l'école, c'est ne pas avoir accès à l'eau et à l'électricité. Alors après, il y en a qui nous disent, bah oui, mais de toute façon, ils se branchent n'importe où pour avoir l'électricité, l'eau, etc. Alors, la vérité, c'est qu'on a quand même 22% des voyageurs qui n'ont pas accès à l'eau courante dans un pays qui est censé être une des plus grandes puissances mondiales, et que quand, par exemple, ils essayent de se brancher pour avoir l'électricité, c'est au péril de leur vie. C'est-à-dire que moi, je connais des voyageurs qui, en fait, ont failli mourir
parce qu'ils avaient voulu se brancher pour avoir le chauffage, sauf qu'en fait, c'est extrêmement dangereux. Et donc, on a réellement, c'est même Antoine qui le dit, en fait, on a des voyageurs qui se sacrifient, c'est le terme qu'il utilise, qui se sacrifient pour le reste de la communauté pour tenter d'avoir l'électricité. Moi, je trouve ça ahurissant. Avoir accès à quelque chose de basique et de vital, bien sûr. Et après, on a des médias qui sont complètement déconnectés et qui... Alors, justement, pour terminer, et je te laisserai le mot de la fin, Théo, justement ce dont je parlais tout à l'heure, donc le contre-exemple, puisqu'il y a eu une prise de conscience sur cette affaire complètement hors sol de ces fameuses camionnettes qui, en Seine-Saint-Denis, je crois que c'est dans le nord-est de la Seine-Saint-Denis, allaient chercher des enfants, les enlever pour prendre leurs organes, enfin faire la traite, je sais pas, enfin bref, c'est complètement fou. C'était il y a quelques années seulement, donc, comme je le disais, je vous laisse écouter la manière dont ça a été traité, je trouve de manière assez raisonnable pour le coup par le service public. C'est une rumeur irrationnelle, infondée sur des tentatives d'enlèvement d'enfants par des personnes circulant en camionnette blanche, rumeur qui s'est propagée sur les réseaux sociaux et qui a provoqué une série d'expéditions punitives à l'encontre de Roms, dans le nord-est de l'Île-de-France. Jusqu'où ira-t-elle la folle rumeur visant les Roms ? Depuis quelques jours déjà, des Roms sont victimes d'expéditions punitives après des rumeurs infondées d'enlèvement d'enfants. Les internautes évoquent des Roumains en camionnette blanche, des tentatives de rapt en plein jour et parlent même de réseaux de prostitution et de trafic d'organes. En réaction, des expéditions punitives sont menées dans une dizaine de villes d'Île-de-France. Il y a eu plusieurs interpellations, 20 personnes interpellées dans la nuit, notamment à Clichy-sous-Bois et Bobigny, et 3 majeurs vont comparaître cet après-midi au tribunal pour des faits de violence et de rébellion. Merci Assoudé, merci Moumou. Maintenant, on va passer aux dernières rubriques, les mini-rubriques, le coup de cœur et puis les remerciements qui sont souvent kilométriques, mais commençons par le coup de cœur. Pas tant que ça. Alors, le week-end passé, je suis allé voir une pièce de théâtre, comme ça m'arrive. Je suis allé voir Passeport d'Alexis Michalik. Franchement, c'est une pièce exceptionnelle. Je ne sais pas si vous... Non, personne ne l'a pas encore vue. Pas encore. Il faut aller la voir, franchement. Elle est jouée, alors je crois qu'elle est jouée jusqu'au 20 mai. À la fois en province, donc elle tourne, et puis en même temps, parallèlement, elle est jouée à Paris, mais donc pas avec la même troupe. Sauf que moi, j'ai eu la chance d'aller voir la pièce en province, et donc il y avait comme acteur, entre autres acteurs et actrices, il y avait Kevin Razi, notre cher chroniqueur et humoriste Kevin Razi, et j'étais soufflé, vraiment soufflé. Alors j'y étais en plus avec mon épouse, et du coup, enfin, tous deux, on a vraiment été épatés par tout, par le jeu d'acteur, par la mise en scène, par le scénario, la chute à laquelle on ne s'attend absolument pas. Tout était parfait et c'est assez rare parce que je suis un peu difficile en fait sur tout ce qui touche au théâtre. Et là franchement, non, c'était extraordinaire. Et puis, comme je connais le travail de Kevin depuis maintenant plusieurs années, quasiment une dizaine d'années, je dirais, j'étais stupéfait de savoir que c'était à ce point-là un acteur aussi brillant parmi, je le redis, les autres acteurs qui étaient elles aussi brillants. Il a été nominé pour le prix du second rôle, au Molière notamment, et je précise qu'il m'a demandé par SMS de le préciser, de m'obliger à préciser qu'il était nominé au Molière. Mais c'était tout à fait mérité, et franchement, chapeau. Allez le voir, donc on va revoir l'affiche. Donc, Passeport d'Alexis Michalik avec notamment Kevin Razi qui est extrêmement brillant. Voilà pour mon coup de cœur. On passe aux remerciements. Oui, alors les remerciements, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, donc je vais essayer d'être assez rapide, mais d'être reconnaissant pour tous les gens que j'ai croisés qui sont fidèles notamment à cette chronique. Il y a Maria de la Nièvre, Sita de l'île Saint-Denis, Nadia de Barbès, Rémi de Saint-Ouen, Yasmine également de l'école Michelet à Saint-Ouen, Zinedine de Nanterre, Farida de Paris, Louis-Gilles de Paris 11e, Farouk de Montrouge, Marius de Montparnasse. C'est des gens notamment que j'ai rencontrés pendant les manifs pour Gaza et puis à la marche c'était d'autres personnes qui étaient à la marche pour la Journée internationale des droits des femmes, et donc je les embrasse vraiment chaleureusement. Gérard Dornan du Doubs, Jo Casse de Besançon, puisque j'étais à Besançon dans le fameux Moumoutour, Sabira de Besançon également, Denise, Hazard,
Malika, idem. Sacha, également de Besançon, et de Corse et d'origine palestinienne, d'ailleurs. Félix de Radio Sud Besançon. Alors, ce sont des amis, hein, ce sont quasiment des partenaires. Ce sont des gens extraordinaires, Radio Sud Besançon, qui m'ont et qui nous ont indirectement reçus. François-Alexandre de R2 Lumière, Le Pavé dans la Marge, qui est une librairie à Mérignac, où j'étais le week-end dernier. Donc, vive les librairies indépendantes, notamment celle de Montreuil, où nous sommes passés tout à l'heure notamment avec Ercilia. Evelyne, Katia, Ernesto, Michel et Frandet, qui étaient également présents à Mérignac. Je voulais également saluer Sandra Barbier de l'Indre-et-Loire et saluer la mémoire vraiment, parce que je suis un peu dégoûté du fait que la disparition d'Yves Boisset a été gommée, ce qui est terrible comme concomitance, a été gommée par la condamnation de Marine Le Pen et de ses assistants et ainsi de suite. Je trouve ça terrible parce que c'est vraiment le plus courageux, le plus censuré d'ailleurs, des réalisateurs français, le plus extraordinaire. Enfin, j'ai vraiment une affection pour lui tout à fait particulière. Yves Boisset, allez voir sur les réseaux si vous ne le connaissez pas. Toute dernière chose, je vous donne rendez-vous le 4 avril, donc ce sera vendredi à partir de 18h. Ça se passe aux Amarres, c'est 24 quai d'Austerlitz à Paris, pour évoquer donc à partir de 18h les 500 jours de manifestation contre le racisme et le colonialisme. J'y serai. Il y aura plusieurs intervenants, il y aura des expos, des tables rondes, notamment avec Mathilde Larère, pour ne citer qu'elle, et puis des moments musicaux. Voilà, donc vous y êtes les bienvenus le 4 avril à partir de 18h au 24 quai d'Austerlitz. Merci, c'est la fin de la fin. Et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du Média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov également. On rappelle que le Média, votre Média, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Si vous le pouvez, allez sur le mediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force, restez connectés aux médias.